Comment les Européens se préparent à répliquer face aux menaces de Donald Trump? Ils sont prêts à sortir une arme économique de dissuasion massive en empêchant les Américains de faire du business chez nous. L'Europe pourrait même s'en prendre aux bases américaines en Europe. Nous y reviendrons. D'abord, posons le débat, les enjeux. Qui serait visé par les surtaxes imposées par Donald Trump? C'est très simple, regardez. Tous les pays soutiens du Groenland qui ont décidé d'envoyer des troupes sur place. Danemark, évidemment, puisque c'est au Danemark que le Groenland est rattaché. L'Allemagne, la France, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Des pays européens, dont la France, vous l'avez compris, qui est en première ligne dans cette idée de riposte face à Donald Trump, se disent prêts à sortir ce bazooka économique pour faire plier Donald Trump. Kadi, de quoi parle-t-on? Alors, il est effectivement qualifié de bazooka parce que c'est une arme qualifiée en fait d'arme nucléaire économique et c'est effectivement un outil qui peut frapper fort, un outil de dissuasion commerciale. Il a été créé en juin 2023, donc c'est assez frais comme concept. Son objectif, c'est donc de protéger les États membres contre les pressions économiques exercées par des pays tiers via des mesures commerciales coercitives. Cet instrument, il n'a jamais été activé, je vous l'ai dit, ça date d'il y a 2 ans seulement. Alors, comment marche cette procédure d'activation? En fait, elle peut être lancée par la Commission européenne elle-même ou à la demande d'un État membre de l'Union européenne. Alors, une fois ce processus activé, on entre dans une autre phase, la phase d'approbation. La décision doit être approuvée par le Conseil de l'Union européenne à la majorité qualifiée, c'est-à-dire au moins 55% des voix, ça représente 15 pays sur les 27. Une fois que cette phase est validée, eh bien la Commission va rentrer dans une phase de ce qu'on appelle de négociation. Alors il n'y a pas de limite de temps, parce que comme je vous le disais, c'est tellement récent que comme il n'a pas encore été activé, les contours restent assez flous en termes de durée. Ça n'est pas précisé, en tout cas dans ce texte. Ensuite, eh bien, la Commission va tenter de convaincre ce pays tiers pour essayer de cesser ces manœuvres de coercition. Et puis, en cas d'échec, eh bien, la Commission va leur proposer d'autres mesures, des contre-mesures, si je puis dire, plus adaptées. Alors, le délai total, là aussi, il reste incertain. On n'en sait pas plus. Parmi les effets potentiels, et là, c'est ça qui nous intéresse, évidemment. Oui. Il y a donc la limitation, vous voyez, des importations provenant de ce pays visé. Il y a aussi la restriction d'accès à certains marchés publics européens ou encore des droits de douane massifs, des droits de douane supplémentaires. Donc, je vous le disais, jamais activé. Pour autant, plusieurs fois, il a failli être actionné. Les tentatives ont été vaines. Donc, pour l'instant, il ne reste qu'un outil théorique. Merci beaucoup, Kadi, c'est extrêmement clair. Avant de vous demander en plateau si vous considérez que cette arme peut faire plier Donald Trump, retrouvons nos envoyés spéciaux au Groenland, Thomas Misraki et Marine Truchot, qui défient les éléments pour être avec nous en direct. Je le disais, mon cher Thomas, le décor depuis une semaine, c'était la première fois que vous étiez allé au Groenland, a bien changé parce que l'île est passée un peu dans une configuration militaire. Oui, la preuve par l'image. J'ai demandé à Marine Truchot de vous montrer cette brigade danoise qui est arrivée ici il y a quelques jours. Elle s'est positionnée ici sur le port ou dans le port commercial de Nuuk, où il y avait encore il y a une semaine des chalutiers, des navires de pêche. Alors il y a d'abord cette frégate. Marine va aussi vous montrer un patrouilleur qui s'est aussi positionné non loin de là. En fait, le Danemark, me disait sous couvert d'anonymat un militaire ce matin, est en train de doubler ses capacités militaires marines autour de cette île du Groenland, capacités militaires qui sont aussi renforcées en termes de nombre. Pour vous donner un ordre d'idée, donc cette brigade que vous voyez là, elle compte un peu plus de 60 marins. Le patrouilleur que vous avez aperçu en compte une quarantaine, donc 100 militaires danois supplémentaires, une centaine de militaires, c'est ce que comptait le Danemark sur l'île avant que la situation ne se tende ici, et ça va continuer, me disait ce militaire ce matin, parce que les mouvements de troupes sont en cours, au-delà évidemment de ce que les Européens sont en train d'envoyer ici sur l'île quelques soldats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'un des responsables militaires danois disait également que l'exercice en cours, vous savez, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, il pourrait se poursuivre et devenir quasiment permanent. Il pourrait durer 1 an ou 2, le temps qu'il faudra pour que Donald Trump comprenne que cette île n'est pas à vendre et que les Groenlandais veulent rester indépendants, et qu'ils le feront pour l'instant, en tout cas avec l'aide du Danemark et de l'Union européenne.
Thomas, j'avais une dernière question avant de vous laisser. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, quand vous êtes revenu là où vous étiez il y a une semaine et que vous avez vu ce décor? Je ne sais pas si vous avez eu le temps, c'est arrivé hier soir assez tard, d'échanger avec les uns et les autres. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus en une semaine, à une semaine d'écart? Deux choses. D'abord, le contexte général. Il y a évidemment ce bateau, mais ce qu'on a vu en ville, c'est beaucoup de drapeaux du Groenland. Un petit drapeau qui se trouve ici. Je vais vous demander, Marine, de montrer le petit drapeau groenlandais. Ce drapeau, il représente un coucher de soleil sur la mer. La partie rouge, c'est le soleil en haut. La partie blanche, c'est un iceberg qui flotte sur la mer. Et ces petits drapeaux, ils sont très importants ici au Groenland. Vous savez que les Groenlandais sont très fiers de leur pays et on en voit beaucoup dans la ville de Nuuk qui ont été mis sur les immeubles, qui ont été affichés sur les fenêtres, comme c'est le cas ici dans le port de Nuuk. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que passé l'effet de sidération, eh bien les Groenlandais maintenant s'attendent à un bras de fer très sérieux entre le Danemark et les États-Unis. La manifestation qui a eu lieu samedi ici était impressionnante. 4000 personnes ont défilé dans les rues de Nuuk. Ça fait environ 20% de la population. Voilà ce que l'on aura compris, Thomas Misraki. On a pu parler depuis qu'on est arrivé ici. Voilà. On aura compris. Merci beaucoup, Thomas Misraki. Je ne sais pas si vous m'entendez, Marie, mais en tout cas, voilà, il y a une forme de sidération et de peur. Merci beaucoup, Thomas Misraki, pour ces remontées. Les problèmes que vont affronter les militaires avec ces conditions. C'est vrai, Xavier. Merci à Thomas et à Marie Truchot. Chercher les terres rares. Oui, oui. Il y a 2 kilomètres de glace. C'est pas un endroit comme les autres, le Groenland. Ce sont des terres hostiles. Extrêmement compliquées. Ce sont des terres très, très hostiles. Effectivement, c'est valable pour les terres rares. C'est valable pour la défense et l'attaque du territoire. Et on n'a pas vraiment la sensation que Donald Trump ait mesuré tout ça, malgré la présence continue des Américains depuis plusieurs dizaines d'années dans ce territoire très hostile, comme nous le montre le travail de Thomas à l'instant. Là. Xavier, parce que vous aviez pris la parole, l'arme de dissuasion massive d'un point de vue économique que nous a expliqué Kady de manière très claire, est-ce qu'elle est de nature à faire plier les Américains? Alors ce qui est intéressant, c'est déjà que Donald Trump s'attaque à quelques pays de l'Union européenne. Or, ça n'a échappé à personne, nous sommes un marché commun. S'il veut s'attaquer à quelques pays, il est obligé de s'attaquer à toute l'Europe. Ensuite, on a 2 pays non européens, Norvège et Grande-Bretagne, qui du coup, dont les intérêts vont se rapprocher de ceux des Européens. Donc là, il pourrait y avoir une alliance de circonstances extrêmement importante. Maintenant, la décision, elle est très difficile autour de cet instrument anti-coercition. C'est un peu l'arme atomique économique qui est prévue pour surtout ne pas s'en servir. Et le jour où il faut s'en servir, ça pose d'énormes problèmes, notamment de coordination entre les intérêts de chacun des pays européens. On l'a déjà vu. On va voir ce qui se passe dans les semaines, les mois qui viennent, sachant que pour Donald Trump, il y a quand même un agenda assez contraint, parce que plus on va approcher des mi-termes, plus il va devoir se replier en quelque sorte sur la politique intérieure qui va prendre de plus en plus d'importance par rapport à toutes ces, j'allais dire, croisades, récupérer le Canada, récupérer le Groenland, faire tomber les mollahs en Iran et s'attaquer au Venezuela. Anne Bagamari. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites sur la multiplicité d'aventures américaines et le fait qu'à l'approche des mi-termes, Donald Trump va bientôt devoir se focaliser sur la politique intérieure et surtout la crise de l'abordabilité. Si l'Europe invoque cette arme nucléaire, le bazooka, comme on dit en anglais, j'adore ce mot. Oui. En général, les bazookas ne sont pas nucléaires. Quand non. Oui, vous avez raison, général. Un peu de modestie peut-être dans le langage, pas typique des États-Unis. Mais bon, cette bazooka, pour ainsi dire, ça a la vraie possibilité de faire plus de dommages aux États-Unis qu'en Europe. Donc, dès le début, on se demande pourquoi l'Europe hésiterait si les choses s'empiraient. Mais c'est aussi un point de non-retour en invoquant ça. Donc, à mon avis, les Européens ont intérêt à discuter de très près lors de leur sommet. C'était jeudi, n'est-ce pas, qu'ils se rassemblent. Ce sera peut-être le sujet numéro 1.
et de voir si cela pourrait peut-être au moins montrer la force qui va faire peur à Donald Trump, sinon de le faire plier. Encore faut-il l'utiliser, cette arme. Écoutez ce que dit la première ministre italienne, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil. Et on voit bien que les Européens ne sont pas du tout alignés sur la question de la riposte. Je tenais à vous dire que la perspective d'une augmentation des droits de douane pour les pays ayant choisi de contribuer à la sécurité du Groenland est, à mon sens, une erreur. Et je la désapprouve. J'estime que dans ce contexte, la volonté de certains pays européens d'envoyer des troupes afin de renforcer la sécurité aurait dû être perçue non comme une initiative dirigée contre les États-Unis, mais plutôt contre d'autres acteurs. Les droits de douane sont une erreur, dit-elle, Giorgia Meloni. Général Vincent Desportes, vous qui avez écrit « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Peut-on être un leader, embarquer les Européens, si on n'arrive pas à convaincre tout le monde face aux Américains ? C'est compliqué et on sait bien que ce dont manque l'Europe, c'est effectivement de leadership. Et aujourd'hui, on sait bien, en particulier, quelle tristesse d'avoir vu le président Macron s'effondrer au niveau de l'Europe après sa décision de dissolution. Il nous manque un leader. Peut-être qu'un leader va sortir de cette crise. Alors vous disiez tout à l'heure, nos positions sont un peu différentes. Mais quand on voit que Mme Meloni, qui s'est toujours sentie très proche de Trump, prend quand même des réserves, prend des distances vis-à-vis de Trump, moi, je trouve que c'est un excellent signe. Quand on voit la Norvège est un des pays les plus atlantistes. Alors le Danemark aussi, oui. Paradoxalement. Voilà. Et donc, je crois que tout ça, c'est bon signe. Moi, je crois. Alors, vous posez la question, est-ce que ça va marcher ? Oui. Je n'en sais rien. Vous savez, moi, j'enseigne la stratégie. Dans la stratégie, dans la crise, à quoi faut-il se raccrocher dans la crise ? Il faut se raccrocher à quelques grands principes et à quelques certitudes. Et le grand principe auquel il faut se rattacher là, il y a quelque chose avec lequel on ne négocie pas, c'est la souveraineté de chacune des nations. Or, Trump, là, s'est attaqué à la souveraineté de 8 pays qui avaient le droit d'envoyer des troupes et il leur dénie cette affaire-là. La deuxième certitude à laquelle on doit se raccrocher, c'est que on ne négocie pas avec les dictateurs. Il en est presque un. C'est bien ce qu'a fait Churchill. Churchill n'a jamais voulu négocier. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à un point de non-retour. Il faut s'attacher à ça. Et puis, il faut se rappeler ce que disait le Romain Juvénal, qu'on a tous lu quand nous faisions nos humanités, qui nous disait en latin, faut-il pour la vie perdre les raisons de vivre ? Faut-il perdre ce qui fait l'Europe pour essayer de faire perdurer l'Europe un peu plus ? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut accepter le bras de fer et savoir que l'on aura mal. Il va falloir probablement renoncer à un certain bien-être immédiat. Mais je crois que le temps du courage est venu. Il est venu maintenant. Autre arme que les Européens pourraient utiliser contre les Américains, les Européens pourraient s'en prendre, si on peut dire, aux bases américaines à travers l'Europe. Comment, avant de vous entendre sur ce point, qu'a dit état des lieux déjà sur les bases américaines en Europe. Combien sont-elles ? Où sont-elles ? Et quelle est leur utilité ? Alors, petite mise au point, vous avez raison, c'est nécessaire. 37 bases militaires en Europe, un peu partout en Europe, 29 permanentes. Alors, où sont-elles ? Elles sont concentrées en Europe centrale. Regardez, je vous ai fait un petit graphique avec un focus historique qui ne nous a pas échappé, sur la menace russe, puisque l'Allemagne est le pays qui en abrite le plus. Regardez, outre-Rhin, il y a 13 bases américaines, dont la plus célèbre, c'est évidemment Ramstein. Le centre de gravité où siège donc le commandement des forces américaines en Europe, c'est Stuttgart. Alors, présence également, vous le voyez, en Espagne, présence également en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, mais aussi en Turquie, à Incirlik. Regardez, la Turquie est évidemment transcontinentale, mais elle est classée Europe, évidemment, pour les questions de défense. Alors, au niveau des effectifs, vous allez voir ce que ça représente. Les effectifs américains, ils varient, regardez, 65 000 permanents et entre 75 000 et 105 000 militaires américains au total. Tout ça varie, évidemment, en raison des rotations, des exercices, des déploiements, etc. Sachez qu'il a été renforcé, le contingent américain, de 20 000 hommes après l'offensive russe en Ukraine. Alors sachez que au niveau de la fonction, vous me demandiez tout à l'heure à quoi est-ce que ça sert. Eh bien, tout simplement, ces bases, elles renforcent l'OTAN. Elles jouent un rôle clé dans tout ce qui est dissuasion, convention nucléaire, ainsi que dans la coordination et le fonctionnement des forces alliées en Europe. Merci
pour cet état des lieux extrêmement clair qui a dit rapidement, général, est-ce qu'on peut contraindre Donald Trump à fermer ses bases militaires en Europe ? Écoutez, le général de Gaulle a juste viré les Américains en 67. On le voit bien sur la carte d'ailleurs. Il les a juste mis dehors. On est sur les territoires nationaux et bien sûr on peut fermer les bases, empêcher le survol, ou alors c'est la guerre si vous voulez. Et donc on peut le faire. Alors maintenant ça a des conséquences. Là on est tout à fait en haut du bras de fer évidemment. On verra où on en est, mais c'est pour ça. Et or les Américains, vous l'avez pas dit, mais vous pourriez le dire, ont absolument besoin de ces bases. Mais oui. Et en particulier la base de Ramstein pour pouvoir se projeter au Moyen-Orient. Donc là aussi, il y a quelque chose à jouer. On a des atouts dans notre jeu et je crois qu'aujourd'hui, il faut les sortir. C'est ultra stratégique. Oui, pour reprendre les propos du général Desportes, on a souvent l'impression que ces bases américaines ne sont là pour protéger l'Europe. En fait, elles sont là pour assurer la puissance, la projection des États-Unis vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient. Ce sont des bases stratégiques pour les Américains pour projeter leur puissance. On pense à Ramstein, on passe la base aérienne d'Aviano en Italie, Sigonella en Sicile. Sans ces bases, les Américains auraient beaucoup plus de mal à affirmer leur puissance dans ces régions-là. Et le Dôme d'Or. Ils ont On besoin suivra évidemment la situation sur le front du Groenland